Ma femme a perdu la mémoire il y a 3 ans. Mardi dernier, je l'ai emmenée voir un neurologue à Lyon. Quand ma fille est sortie pour prendre un appel, les mains du médecin tremblaient tandis qu'il se penchait vers moi et chuchotait avec urgence: Vous devez éloigner votre femme de votre fille immédiatement. Avant qu'il ne puisse expliquer pourquoi, Amélie est revenue, serrant son sac à main de créateur avec des jointures blanches et ce même sourire inquiet qu'elle arborait depuis des mois. J'apprécierais vraiment que vous me disiez d'où vous me rejoignez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Cet avertissement tremblant du médecin allait changer nos vies pour toujours. Mais laissez-moi commencer par le début de ce cauchemar. Je m'appelle Pierre Moreau, 65 ans, ingénieur civil à la retraite. Ma femme, Sophie, a 62 ans, ancienne institutrice qui illuminait autrefois chaque pièce. Ces derniers temps, elle se souvient à peine de mon nom. Certains matins, le déclin a commencé progressivement. Lunettes oubliées, histoires répétées. Je me disais que c'était le vieillissement normal. Mais puis est venu le matin où elle ne pouvait plus se souvenir de sa fameuse recette de tarte aux pommes, perfectionnée pendant 30 ans. C'est là que j'ai su que quelque chose n'allait pas. Amélie insistait pour que nous voyions un spécialiste. Elle montait de Paris tous les week-ends, ses talons claquant sur notre parquet, son parfum coûteux remplissant les pièces qui sentaient habituellement le café et le savon à la lavande de Sophie. Elle était devenue par défaut la principale aidante de Sophie. En tant qu'ingénieur conseil, je voyageais fréquemment pour des projets. Quand l'état de Sophie s'est aggravé, Amélie est intervenue sans effort. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux que je ne pouvais pas identifier. Un regard calculateur quand elle pensait que personne ne regardait. Elle photographiait nos meubles anciens, posait des questions sur les actes de propriété, se demandait à voix haute s'il fallait mettre à jour notre testament. Papa, toi et maman vieillissez, disait-elle. Il faut être pratique. La procuration. Que se passe-t-il si tu ne peux plus prendre de décision? Je changeais toujours de sujet. Ces conversations me donnaient la chair de poule. Le docteur Martin était plus jeune que prévu, peut-être 50 ans, avec des lunettes cerclées de métal et des mains nerveuses. Il avait été chaudement recommandé, soi-disant l'un des meilleurs neurologues de la région Rhône-Alpes. Il examina Sophie en notre présence. Test de mémoire, contrôle de coordination, questions auxquelles elle répondait avec une confusion croissante. Quelle année sommes-nous, Madame Moreau? 2021. Qui est le président? Sarkozy ou Chirac? Ma gorge se serra. Nous étions en 2024. Le docteur Martin prit des notes urgentes, les mains tremblantes. Monsieur Moreau, j'aimerais des tests supplémentaires. Cette perte de mémoire progresse plus rapidement qu'un déclin typique. Il jeta un coup d'œil à Amélie. Je dois examiner son historique complet de médicaments. Les interactions médicamenteuses peuvent accélérer les symptômes cognitifs. Maman ne prend presque rien, dit Amélie légèrement. Juste des pilules pour la tension et des vitamines. Qui gère ces médicaments? Amélie le fait, dis-je. Elle organise le pilulier hebdomadaire de maman. Elle a été incroyablement utile. Quelque chose traversa son visage. De l'alarme. Avant que je puisse l'interpréter, Amélie se leva brusquement. Désolé, je dois prendre cet appel. Elle regarda son téléphone, bien que je n'ai entendu aucune sonnerie. Je reviens tout de suite. Au moment où la porte se ferma, l'attitude du docteur Martin se transforma. Il se pencha en avant, les jointures blanches contre son bureau. Monsieur Moreau, chuchota-t-il avec urgence. Vous devez éloigner votre femme de votre fille immédiatement. Mon cœur s'emballa. De quoi parlez-vous? Les dossiers médicaux, le schéma du déclin, la chronologie, j'ai déjà vu ça. Certaines substances peuvent induire des symptômes identiques à la démence. Elles causent une véritable perte de mémoire, mais les effets peuvent être réversibles si détectés tôt. La pièce bascula. Qu'est-ce que vous dites? Votre femme pourrait ne pas avoir de démence du tout. Elle pourrait être... La porte s'ouvrit. Amélie se tenait là, serrant son sac, ses yeux allant de l'un à l'autre avec une évaluation acérée. « Désolé, ça a pris longtemps, dit-elle doucement. Tout va bien, docteur?
Le trajet du retour sembla plus long que d'habitude. Je jetai des coups d'œil à Amélie sur le siège passager, le chuchotement urgent du docteur Martin résonnant dans mon esprit. Elle était assise rigide, les doigts tambourinant contre son sac en cuir, vérifiant son téléphone toutes les quelques minutes avec une énergie nerveuse que je ne lui avais jamais vue. « Tout va bien, ma chérie ?» demandai-je, essayant de garder ma voix décontractée. « Juste des trucs de travail, papa. Tu sais comment c'est. » Mais son rire sonnait forcé, cassant. Elle serrait ce sac comme si sa vie en dépendait. De retour à notre maison rue des Tilleuls, Amélie se dirigea immédiatement vers la cuisine où elle gardait les médicaments de Sophie organisés dans un pilulier hebdomadaire. Je l'observais depuis l'embrasure de la porte alors qu'elle triait méthodiquement les comprimés dans de minuscules compartiments, ses mouvements précis et pratiqués. « Maman, c'est l'heure de tes pilules du soir », appela-t-elle doucement. Sophie entra en traînant les pieds, portant son gilet préféré, celui avec les petites roses qu'elle possédait depuis 15 ans. Elle prit les pilules sans poser de questions, confiante comme une enfant. La vue me retourna l'estomac pour des raisons que je ne pouvais pas encore articuler. « Je pense que je vais faire du thé », annonça Amélie. « Papa, pourquoi ne pas aider maman à s'installer au salon ?» Alors que je guidais Sophie vers son fauteuil relax, des fragments des 3 dernières années commencèrent à se réassembler dans mon esprit comme les pièces d'un puzzle dérangeant. Avant son déclin, Amélie nous rendait visite peut-être une fois par mois, généralement pour les vacances ou les occasions spéciales. Mais à mesure que l'état de Sophie empirait, ces visites devinrent hebdomadaires, puis bi-hebdomadaires. J'avais été reconnaissant alors. Quelle fille aimante ne voudrait pas passer plus de temps avec sa mère malade ? Maintenant, je me souvenais d'autres détails. Comment Amélie insistait toujours pour gérer les médicaments de Sophie ? Comment elle était devenue sur la défensive quand je suggérais d'essayer un autre médecin ? Comment elle m'avait poussé à voyager davantage, à accepter des contrats de conseil plus longs ? L'expertise de papa est tellement demandée, disait-elle aux gens. Maman et moi nous débrouillons très bien pendant son absence. Les problèmes financiers avaient commencé à peu près à la même époque. Le divorce compliqué d'Amélie avec Marc avait duré 18 mois, vidant ses économies. L'avocat de son ex-mari avait été impitoyable, prétendant qu'elle avait caché des actifs. Le règlement l'avait laissée avec une dette écrasante. 180 000 €, m'avait-elle confié à Noël dernier, les larmes coulant sur son visage. « Je ne sais pas comment je vais sortir de ce trou, papa. Les créanciers appellent constamment. » J'avais offert mon aide alors, mais elle avait refusé. « Je suis une femme adulte, je vais trouver une solution. » Maintenant, la regardant se déplacer dans notre cuisine avec une familiarité pratiquée, je me demandais exactement comment elle avait prévu de trouver une solution. « Je vais prendre une douche rapide », annonça Amélie après avoir installé Sophie avec son thé. Cette odeur d'hôpital colle vraiment à tout. Dès que j'entendis l'eau couler à l'étage, quelque chose me poussa vers son sac. Il était posé sur le comptoir de la cuisine où elle l'avait laissé. Cuir italien coûteux qui devait avoir coûté plus qu'elle ne pouvait se permettre dans sa situation actuelle. Mes mains tremblaient en ouvrant le fermoir. Je n'avais jamais violé la vie privée de ma fille auparavant. Je n'avais jamais eu de raison de douter d'elle. À l'intérieur, je trouvais les articles habituels. Portefeuille, clés, rouge à lèvres, menthe. Mais caché dans un compartiment latéral, enveloppé dans un foulard de soie, se trouvait un petit flacon d'ordonnance ambré. L'étiquette avait été partiellement arrachée, mais je pouvais distinguer une partie du nom du médicament et le détail crucial qui me glaça le sang. Tacipam. Usage vétérinaire uniquement. Usage vétérinaire uniquement. Je fixai le flacon, mon esprit d'ingénieur traitant les implications avec une clarté horrible. Ce n'était pas un médicament pour humains, c'était quelque chose conçu pour les animaux, quelque chose qui n'avait rien à faire près de ma femme. La douche coulait toujours à l'étage. Sophie était assise paisiblement au salon, fredonnant une vieille chanson qu'elle chantait autrefois à nos enfants. Et dans mes mains tremblantes se trouvait la preuve que la fille que j'avais élevée, la petite fille qui tressait des couronnes de pissenlit, avait systématiquement empoisonné sa propre mère. Quel genre de monstre drogue sa propre mère ?
Le lendemain matin me trouva à la bibliothèque municipale de Lyon avant l'ouverture, marchant comme un homme possédé. Le sommeil avait été impossible. Ce flacon ambré me hantait. Juliette Leclerc, la jeune bibliothécaire avec des mèches violettes dans les cheveux, déverrouilla les portes à 9 heures précises. Elle m'avait aidé pour mes recherches d'ingénierie auparavant. Monsieur Moreau, vous travaillez sur un autre projet? Je dois faire des recherches sur un médicament. Dazipam, qualité vétérinaire. Ses sourcils se levèrent, mais elle ne posa pas de questions. En 20 minutes, nous avions consulté des revues médicales et des bases de données pharmaceutiques. Ce que j'appris fit trembler mes mains. Le dazipam était un sédatif animal pour les animaux anxieux. Chez les humains, en particulier les personnes âgées, il causait somnolence, confusion, perte de mémoire et, avec une utilisation prolongée, des symptômes pratiquement indiscernables de la démence. Les effets dépendèrent de la dose et, crucialement, étaient réversibles s'ils étaient arrêtés. Ceci dit qu'une utilisation prolongée peut causer des dommages permanents, nota Juliette discrètement. Vous recherchez ceci pour quelqu'un de spécifique? Quelqu'un de très proche de moi. Chaque symptôme correspondait parfaitement à Sophie. L'apparition progressive, la confusion croissante, les morceaux perdus d'elle-même sur 3 ans. Pas d'Alzheimer, un empoisonnement systématique. Combien de temps pour la récupération si quelqu'un arrêtait de prendre ça? Cette étude montre une amélioration cognitive dans les 24 à 48 heures. Récupération significative sur des semaines. J'imprimais tout et rentrais avec un plan. Si Sophie était droguée, arrêter le médicament devrait le prouver. De retour à la maison, Sophie était assise, regardant fixement une grille de mots croisés incomplète. Amélie était retournée à Paris, ne reviendrait que vendredi pour remplir le pilulier. J'avais 3 jours. Cet après-midi-là, j'examinais les pilules de Sophie. 7 compartiments, chacun avec 4 comprimés. Je reconnus les prescriptions légitimes. Tension artérielle, cholestérol. Mais 2 autres étaient inconnus. Petites pilules bleues ne provenant d'aucune ordonnance que j'avais autorisée. Utilisant la loupe de mon atelier, je trouvais de minuscules marques. Des 5, Dazipam 5 mg. Je les remplaçais par des vitamines similaires, le cœur battant comme si je désamorçais une bombe. Avant le dîner, je rendis visite à Auguste Valois, notre voisin. Auguste avait 73 ans, un détective de police à la retraite avec des instincts aiguisés. Auguste, hypothétiquement, si quelqu'un découvrait un empoisonnement familial, quelle serait l'approche la plus intelligente? Auguste m'étudia attentivement. Hypothétiquement, obtenir d'abord des preuves, tout documenter et faire très attention. Les gens qui empoisonnent ne s'arrêtent généralement pas à une seule victime quand ils sont menacés. Ce soir-là, Sophie prit ses pilules modifiées sans poser de questions. Je surveillais les changements, les signes que ma théorie pourrait être correcte. 24 heures plus tard, je lisais quand Sophie apparut dans l'embrasure de la porte, plus alerte que je ne l'avais vue depuis des mois. Elle tenait la grille de mots croisés, plusieurs indices complétés de son écriture familière. « Pierre », dit-elle, et quelque chose dans sa voix me fit lever les yeux. Ses yeux étaient plus clairs, plus concentrés. Pourquoi est-ce que je me sens si vive aujourd'hui? 48 heures sans le médicament caché transformèrent ma femme. Pas parce qu'elle avait changé, mais parce que je voyais enfin la vraie Sophie, après 3 ans, à la regarder s'effacer. Jeudi matin, elle était levée avant moi, quelque chose qui ne s'était pas produit depuis son déclin. Je la trouvais en train de préparer le petit déjeuner, fredonnant une vieille chanson de Carole King. L'odeur du bacon remplissait l'air. « Bonjour mon cœur », dit-elle en se tournant avec un sourire qui atteignait ses yeux. « J'ai pensé faire ton plat préféré. Tu te souviens comme tu disais que mes œufs brouillés étaient meilleurs qu'au restaurant ?» Je me souvenais. Plus important encore, elle se souvenait. « Comment te sens-tu aujourd'hui ?»« Différente, comme si je marchais dans le brouillard et que soudain le soleil est sorti. » Elle sembla inquiète. « Pierre, quelque chose n'allait vraiment pas chez moi, n'est-ce pas? Comment lui dire que notre fille l'avait empoisonné? De quoi te souviens-tu? »
Des morceaux, des fragments. Je me sentais perdu, effrayé, comme si je disparaissais. Sa voix se brisa. Je me noyais, Pierre, incapable d'appeler à l'aide. Une voiture entra dans notre allée. La BMW d'Amélie, 2 jours en avance. Sophie, écoute-moi, dis-je avec urgence. Fais semblant d'être confuse comme avant. Quoi? Pourquoi? Maman, papa, j'ai apporté le déjeuner. La porte claqua. Amélie apparut, prenant la scène. Sophie alerte, le petit déjeuner cuisiné. Maman semble différente aujourd'hui, dit-elle lentement, se dirigeant vers le pilulier. Tu dois être fatiguée. Pourquoi ne prends-tu pas tes médicaments? Elle n'a pas besoin de ses pilules. La main d'Amélie se figea. Papa, maman a besoin de ses médicaments. Quels médicaments, Amélie? Je sortis le flacon ambré. Comme celui-ci? La couleur quitta son visage. Où as-tu trouvé ça? Dans ton sac. Tazipam, usage vétérinaire. Tu veux expliquer? Tu ne comprends pas? Je comprends parfaitement. Tu as drogué ta mère pendant 3 ans. Amélie s'effondra sur une chaise, en larmes. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Ça a commencé petit pour la ralentir, la rendre plus gérable. Le divorce, les dettes. 100 000 papa. J'ai pensé que si maman avait besoin de soins, peut-être qu'on pourrait arranger quelque chose avec les finances. Tu as détruit 3 années de sa vie. Je vous aime, j'aime maman. Non, ma voix était de glace. Tu aimes notre argent. Amélie essuya ses yeux, le calcul revenant. Tu es paranoïaque, papa? J'ai déjà parlé avec des avocats d'option de tutelle. Les tribunaux prennent la maltraitance très au sérieux quand des membres de la famille font des accusations non fondées. Sors de ma maison. Papa, sors. Tu n'es plus la bienvenue. Si tu reviens, je te ferai arrêter. À la porte, elle se retourna. Ce n'est pas fini. Un juge verra que je suis la seule qui essaie d'aider. Le lendemain, chez Maître Beaumont. Monsieur Moreau, ceci constitue des accusations criminelles graves. Nous avons besoin de preuves médicales, de documentation du mobile financier, de témoignages d'experts. À l'hôpital de la Croix-Rousse, les analyses sanguines furent prélevées. Le docteur Martin confirma. Niveau significatif de dacipam, environ 5 mg par jour pendant des mois. Empoisonnement systématique calculé pour causer une déficience cognitive. Thomas arriva de Grenoble, ayant vieilli du jour au lendemain. Dis-moi que c'est une erreur. Je lui tendis les preuves. Il pâlit. Elle a tué maman pendant 3 ans? Il s'effondra en sanglots. J'aurais dû voir. La commissaire Durand arriva avec 2 officiers. Nous avons assez pour maltraitance, fraude et mise en danger. Le mandat est émis. Nous l'arrêterons demain. C'est toujours ma fille. Auguste posa sa main sur mon épaule. Tu protèges ta femme? Parfois, c'est ce que l'amour exige. Vendredi matin, Sophie jardinait. J'entendis la BMW d'Amélie. Elle entra, sac de pharmacie en main. J'ai apporté la nouvelle ordonnance de maman. Par la fenêtre, 2 voitures de police banalisées attendaient. Où est maman? Elle est dehors. Coup à la porte. Police de Lyon. Le sac glissa des mains d'Amélie, pilule se dispersant. Non, papa, tu n'as pas fait ça. Amélie Moreau, vous êtes en état d'arrestation. La commissaire Durand produisit les menottes. Amélie tomba à genoux, sanglotant. Papa, s'il te plaît, je suis désolée. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Sophie apparut depuis le jardin, horrifiée. C'est ma petite fille? Thomas émergea de la cuisine, visage gravé de culpabilité. Amélie, je suis désolé. Ce n'est pas ta faute, Tom, c'est la mienne. Alors qu'il l'emmenait, elle se retourna. Maman, je t'aime. Je sais que tu ne peux pas me pardonner, mais je t'aime. Les voisins observaient, choqués. Je regardais Amélie monter dans la voiture de patrouille, menottes au poignet. J'ai perdu ma fille pour sauver ma femme, dis-je, les mots ayant le goût de cendre. Auguste apparut. Tu as fait ce que tu devais faire, Pierre. Parfois, protéger ceux qu'on aime signifie faire des choix impossibles. La commissaire me tendit sa carte. Le procès est prévu pour le mois prochain. Nous aurons besoin de vos témoignages.
Le palais de justice de Lyon bourdonnait d'une tension silencieuse par un matin gris d'octobre. Amélie entra en combinaison orange, paraissant plus jeune que ses 38 ans. Son avocat, maître Deschamps, costume coûteux, cheveux argentés, 500 € de l'heure, avait fait le déplacement depuis Paris. L'État prouvera, commença maître Beaumont, qu'Amélie Moreau a systématiquement empoisonné sa mère pendant 3 ans, en utilisant des sédatifs vétérinaires pour simuler une démence. Il brandit le flacon ambré. Ce médicament a été administré quotidiennement, causant 3 années de vie volée. Le docteur Martin témoigna. Les analyses montrent un dosage régulier et délibéré. C'était un empoisonnement systématique conçu pour incapaciter. Une tentative de destruction d'un esprit humain. Les preuves étaient accablantes. Empreinte d'Amélie, analyse sanguine, dossier financier et l'amélioration spectaculaire de Sophie une fois l'empoisonnement arrêté. Amélie se leva soudainement. « Votre honneur, je veux changer mon plaidoyer en coupable. » Son avocat protesta, mais elle le repoussa. « J'ai fait tout ce qu'ils ont dit. J'ai drogué ma mère pendant 3 ans parce que j'étais désespéré et égoïste. Je me disais que je la rendais plus gérable, mais je savais ce que je faisais vraiment. Je volais son esprit pour sauver ma situation financière. » Les larmes coulèrent. « Maman, je suis désolé. Papa, je suis désolé d'avoir détruit notre famille. » La juge Patricia Lemaire prononça la sentence sans émotion. « Amélie Moreau, vous avez commis l'une des trahisons les plus odieuses que j'ai rencontrées en 20 ans. 7 ans de prison ferme, suivis de 3 ans de probation. Vous paierez également une restitution complète. » Le coup de marteau résonna. Sophie s'effondra en sanglots. « C'est toujours ma petite fille. »« Justice a été rendue, » murmurai-je, mais le prix était trop élevé. 6 mois plus tard, le printemps arriva tôt à Lyon. Sophie taillait ses roses avec l'expertise retrouvée. Nous aurons les plus belles fleurs jamais. Sa mémoire était revenue presque complètement. Elle faisait à nouveau du bénévolat au centre d'alphabétisation. J'avais pris ma retraite définitive. À 65 ans, j'avais compris qu'aucun pont n'était plus important que la femme à mes côtés. Thomas avait déménagé à Paris, à 2 heures seulement. Il nous rendait visite chaque week-end, transformé par la culpabilité en le fils que nous avions espéré. Nous avions visité Amélie 2 fois en prison. « Je rêve du visage de maman quand ils ont mis les menottes », avait-elle dit. Je porterai cette image pour toujours. Sophie avait tendu la main. « Je te pardonne, Amélie. Je ne comprends pas, je n'oublierai jamais. Mais je te pardonne parce que tu es toujours mon enfant. » Nous n'étions pas retournés depuis 3 mois. Auguste continuait d'être notre roc. La tragédie, c'est qu'elle a choisi d'exploiter cette confiance au lieu de l'honorer. J'avais commencé à parler dans les centres communautaires sur la maltraitance des personnes âgées. Parfois, le plus grand danger vient de ceux que nous aimons le plus. Non pas parce que l'amour est dangereux, mais parce qu'il nous fait vouloir croire le meilleur, même quand les preuves suggèrent le contraire. Notre mariage, testé par 3 ans de confusion, en était ressorti plus fort. « Nous sommes des survivants », dit Sophie. « Peut-être que notre but est d'aider d'autres familles. » Assis là où j'ai découvert ce flacon ambré, je réalise combien tout change quand nous choisissons de voir la vérité. Notre famille ne sera jamais la même. Nous porterons toujours les cicatrices de la trahison, mais nous sommes vivants, ensemble. Et nous utilisons notre douleur pour protéger les autres. La confiance aveugle a failli détruire tout ce que je chérissais. Ne soyez pas comme moi. N'ignorez pas les signes quand quelqu'un que vous aimez commence à changer. La leçon la plus difficile n'est pas de reconnaître le poison dans des flacons. C'est de reconnaître quand l'amour devient manipulation, quand le soin devient contrôle. J'ai passé 3 ans à regarder ma femme disparaître, alors que chaque instinct criait que quelque chose n'allait pas. Dieu m'a donné ce moment avec le docteur Martin, son avertissement chuchoté. Mais j'ai failli le manquer parce que je ne pouvais pas imaginer mon propre enfant capable d'une telle trahison. Quand les médicaments se multiplient sans explication, quand quelqu'un insiste pour contrôler toutes les décisions médicales,
quand un membre de la famille devient soudainement indispensable pendant que d'autres sont repoussés. Faites attention. Ce sont des drapeaux rouges écrits à l'encre invisible. Protéger nos proches signifie parfois les protéger de la famille. J'ai failli perdre Sophie pour toujours parce que j'aimais trop Amélie pour la voir clairement. Faites confiance, mais vérifiez. Aimez, mais restez vigilants. Les plus grandes trahisons viennent souvent enveloppées dans le langage du soin. Notre histoire prouve que même dans les plus sombres trahisons familiales, la justice peut prévaloir et l'amour survivre, bien que changé pour toujours. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.